Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires nationaux et européens. J'en redirai évidemment un mot tout à l'heure. Mesdames et Messieurs les élus locaux, Monsieur le maire, Monsieur le Président des JA, Monsieur le Président de la FNSEA, Messieurs et Mesdames les membres du bureau, merci de me donner l'occasion de prendre la parole. D'abord parce que vous m'aviez invité. Et merci de cette invitation pour dire ce que nous avons fait ensemble et pour dire ce qu'il nous reste à faire. Et il nous reste beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Et je sais que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, c'est l'expression que vous m'avez donnée dans beaucoup de territoires, le sentiment que des choses avancent, mais que parfois les choses n'avancent pas assez vite ou les choses n'avancent pas dans la bonne direction. Je voudrais d'abord saluer l'esprit de responsabilité qui est le vôtre, vous l'avez dit tous les deux, dans ce moment historique de la mobilisation syndicale. Nous avons besoin dans ces moments-là d'avoir des responsables syndicaux, des responsables politiques aussi, évidemment, qui nous permettent d'exprimer ce qu'est la colère et puis de dire les solutions. Vous êtes un syndicat de solutions, un syndicat de propositions, et c'est bien sur cette base-là qu'on est parti pour essayer de répondre à la crise agricole qui est sous nos yeux. Et c'est de là se sont partis les 62 puis 67, mais disons une soixantaine de mesures. Ça ne vient pas de nulle part, ces mesures, ça vient de la sédimentation du dialogue qu'on a, et du dialogue que j'ai avec vous sur l'ensemble des territoires. J'ai fait plus de 140 déplacements sur les territoires, et à chaque fois, j'ai pris attention à regarder ce qu'étaient vos besoins, vos attentes et vos intentions sur les questions agricoles. Alors je sais les lourdeurs et les difficultés, je sais les lenteurs, je sais, il faut se le dire, un certain nombre de réticences dans des écosystèmes administratifs nationaux et européens, on en témoigne tous les jours quand on discute, et je sais que vous avez le sentiment que le dire ne fait pas le faire. Alors je voudrais vous dire une chose, sur les mesures que nous avons mises sur la table et celles que nous allons continuer à dérouler, je vous demande, vraiment comme ministre et comme responsable public, que vous nous disiez à chaque fois, ça n'est pas au rendez-vous sur le terrain de ce que nous nous sommes dit au niveau national, parce que c'est comme ça qu'on crédibilisera nos mesures et la capacité que nous avons à changer les choses. Et je voudrais dire aussi quand même, parce qu'il faut regarder aussi le verre et le grand verre à moitié plein, si je peux dire, que nous avons avancé comme jamais et ouvert des chantiers comme jamais sur un certain nombre de sujets nationaux comme de sujets européens. Il me semble qu'au niveau national comme au niveau européen, on peut vraiment dire qu'on a répondu à l'attente qui était la vôtre, c'est celle de changer de logiciel. Alors des gens qui vont nous dire que ce n'est pas possible, on en a trouvé et on continuera d'en trouver. Des gens qui vont nous dire on n'a jamais fait cela, on en a trouvé et on va continuer à en trouver. Des gens qui vous disent aussi, et c'est parfois la tentation que tout, voire n'importe quoi est possible, on va en trouver et on continuera d'en trouver. Moi, je pense que dans la crise que nous avons à servir les intérêts de l'agriculture et ne pas les desservir par des propos démagogiques qui sont tenus par un certain nombre et qui pensent que tout est possible ou que n'importe quoi serait possible. Et je le fais comme ministre de l'Agriculture, comme votre ministre, avec un esprit de responsabilité, de sérieux, sans coup d'éclat et sans coup de menton, vous le savez, Monsieur le Président. Ça n'est pas mon style et je n'ai pas l'intention d'en changer. Alors, nous voulons trouver une agriculture forte qui permette de retrouver notre souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire dans l'Hexagone, et vous y avez fait allusion, Monsieur le Président, la souveraineté alimentaire dans les Outre-mer. Je n'oublie pas que dans les Outre-mer, la question de la souveraineté est une question cruciale et que ce n'est pas la même question dans les Outre-mer que dans l'Hexagone, parce qu'il y a un sujet de niveau de vie, de coût, d'éloignement et de concurrence qui n'est pas posé du tout dans les mêmes termes en Outre-mer qu'il n'est posé dans l'Hexagone. C'est le sens des plans de souveraineté que nous développons au national dans l'Hexagone, mais aussi au national dans les Outre-mer. Je pense en particulier aux enveloppes qui ont été dédiées sur la partie fruits et légumes. Et donc c'est cela que nous voulons, parce que c'est vital et que, sans doute, dans beaucoup d'écosystèmes, on avait oublié que le principal objectif de l'agriculture, c'est de produire pour nous nourrir. Pour cela, nous avons inscrit, j'en dis un mot évidemment, dans la loi agricole, à votre demande, l'idée que l'agriculture était d'intérêt général majeur pour notre pays. Alors certains diront c'est des mots. Mais c'est plus que des mots, parce qu'inscrire ça dans la loi, c'est venir pondérer ceux qui pensent qu'on viendrait à chaque fois sacrifier l'agriculture, qui pour des sujets environnementaux, qui pour des sujets de commerce, qui pour des sujets urbanistiques. Et donc, on a besoin de le mettre dans la loi. Ça permettra de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a un projet, une intention politique, on puisse la pondérer de cette question de l'intérêt général majeur. Ça n'est pas un détail, c'est un rééquilibrage. Ça me permet de dire un mot pour être concret, puisque vous m'avez dit comment et quand. De dire un mot du calendrier de la loi d'orientation agricole. Elle a beaucoup été attendue, le président Gaillot le sait. Je pense qu'on a eu raison de la retarder pour mettre un certain nombre d'éléments nouveaux qui n'y figuraient pas au démarrage. 13 mai à l'Assemblée nationale, que deuxième quinzaine du mois de juin au Sénat. Mon objectif, c'est qu'elle soit votée dans les termes qu'il faut avant l'été pour que nous ayons une commission mixte
paritaire, conclusive, je le dis, alors je ne mets pas de pression aux parlementaires, mais pour que nous arrivions à un terrain d'entente, parce qu'il me semble qu'on a besoin de trouver rapidement un terrain d'entente, et je compte sur les parlementaires pour l'enrichir. Et puis, vous dire aussi que pour l'agriculture, le moment important, c'est la question du revenu. Alors la première question du revenu, dans le moment de crise dans lequel on est, c'est la question des trésoreries. Je voudrais dire ce que nous avons fait immédiatement en termes de trésorerie, la suppression de la hausse de la fiscalité du GNR, avec dès le mois de juillet, qu'elle puisse s'appliquer en pied de colonne. La deuxième chose que nous avons faite, c'est l'accélération du versement des indemnisations pour les éleveurs touchés par la MHE. Et là, très concrètement, c'est des aides payées sur le sanitaire et 2500 dossiers sur l'économie. Et nous continuerons à le faire et à le déployer. C'est l'accélération des aides pour des exploitants touchés ici, dans cette région, auxquels je pense, pour les inondations et les tempêtes Ciarán et Domingos. Et très concrètement, c'est déjà 1300 dossiers payés dans un mécanisme que nous avons construit ensemble encore et qui me paraît fort utile. Tout cela, c'est 385 millions d'euros pour la trésorerie de vos exploitations qui ont déjà commencé à arriver. Alors, il y avait le sujet bancaire. Nous avons, avec les banques, réussi à obtenir un différé d'amortissement d'1 an et un étalement de l'échéancier jusqu'à 3 ans et demi. 3 ans et plus, un prêt à taux préférentiel de 0 à 2,5%. Là encore, c'est effectif dans les territoires. Sans doute, Monsieur le Président, vous avez raison, il faut qu'on aille plus loin. Et il faut qu'on continue à travailler. J'ai vu la mesure un peu plus dans son détail de ce qu'elle propose. Je la trouve intéressante. Je ne peux pas vous dire que les contingences budgétaires n'existent pas, y compris pour le budget de l'État, y compris pour le budget de l'agriculture. Mais je trouve que la proposition telle qu'elle est posée par la FNSEA et l'EGIA est une proposition intéressante en ce qu'elle s'inscrit dans une transition. Et donc, nous avons besoin d'avancer avec vous. Ça, il faut qu'on se donne quelques semaines ou quelques mois pour le faire. Mais il y a quand même un facteur d'urgence qui est important. Puis le troisième élément sur la trésorerie, si on peut appeler ça la trésorerie, je sais que ça suscite beaucoup de mécontentement. Vous me l'avez beaucoup dit hier, et au-delà d'hier, c'est les questions des paiements PAC. Nous avons pris l'engagement de payer les aides PAC au 15 mars. C'est vrai que c'était sur les aides qui étaient payées sous forme d'avance à partir du 16 octobre. Et nous avons du coup un certain nombre d'impatience que je comprends sur la question des aides bio, des mesures agri-environnementales ou du remboursement des systèmes assurantiels. Je prends l'engagement devant vous de faire tout pour accélérer les procédures. On n'est pas dans le calendrier, on est dans le calendrier qui est classique. On a besoin de l'accélérer. On a besoin de l'accélérer. On a besoin de l'accélérer et je ferai tout avec l'agence de services de paiement pour faire en sorte qu'on accélère les paiements parce que je sais en particulier sur le bio que c'est des éléments qui sont très attendus, me semble-t-il. Je reviendrai d'ailleurs sur ce que nous avons fait sur le bio. Le revenu, c'est aussi l'assurance récolte et de vous dire et vous confirmer devant vous que nous allons... C'est un régime, je crois que nous l'avons travaillé ensemble et que c'est un bon régime. C'est une bonne réforme. Mais nous avons besoin de travailler sur ce que peuvent être les biais, notamment sur le système prairial. Et donc, je prends l'engagement devant vous que nous allons renforcer le système, je le dis sous l'œil de Patrick Bénézy, qui est très vigilant sur ce sujet. Nous allons renforcer le système des fermes de référence pour qu'on puisse confronter les points de vue sur ce sujet-là. Et donc, ça sera opérationnel, monté en puissance en 2024, pleinement opérationnel en 2025, pour qu'on ait un réseau de fermes qui permette de tenir compte des réalités du terrain sur le niveau de pousse, et pas seulement en fin de campagne, y compris en cours de campagne. Je pense que c'est justice pour les systèmes prairiaux et justice pour nombre d'entre vous. Le revenu, c'est aussi ce que vous tirez de votre travail. Ça a été dit à plusieurs reprises pendant ce congrès, c'est la question de la loi Egalim. La première question de la loi Egalim, c'est qu'elle soit pleinement appliquée. C'est dans le cadre actuel que la loi soit appliquée. Et il y a beaucoup de gens qui se sont... j'ose pas le terme amusé, en tout cas qui ont passé un précieux temps, y compris juridique avec des avocats, à regarder les conditions dans lesquelles ils pouvaient empêcher que puisse se faire la loi, l'esprit et la loi telle qu'elle est. Donc c'est les contrôles, 2000 contrôles depuis le début de l'année, on s'est engagé à en faire 10 000 et je serai vigilant pour qu'on puisse les faire. Ça passera aussi par un travail de renforcement dans les lois Egalim. Les parlementaires, vous l'avez évoqué, 2 parlementaires sont en train d'y travailler pour vous donner un calendrier. L'objectif, c'est qu'à l'été, ils puissent nous porter des propositions qui se traduisent dans un texte qu'on puisse mettre en délibération. Ça n'est pas, vous avez raison, Monsieur le Président, une nouvelle loi Egalim. C'est un approfondissement de la loi Egalim pour faire en sorte qu'un certain nombre de gens ne viennent pas dévoyer l'objectif de la loi telle que nous l'avons construite, parce que je crois que ça a apporté un certain nombre de choses au monde agricole. Le deuxième élément sur Egalim, c'est de travailler, et on ne va pas attendre la loi pour le faire, je réunirai dès la semaine prochaine avec ma collègue les questions, les organisations diverses et variées, et en particulier les collectivités locales, pour regarder comment nous pouvons atteindre l'objectif de 50% de produits sous label ou de produits bio. Il n'y aurait pas de crise du bio si jamais Egalim était respecté en France dans l'esprit de la loi tel qu'il a été voté en 2018. On a besoin que chacun puisse le faire. D'abord l'État,
Et c'est 100 millions d'euros cette année qui seront consacrés pour faire en sorte que nous soyons exemplaires. Et puis ensuite, les collectivités locales, parce que chacun doit y prendre sa place. Enfin, Egalim, c'est aussi un chantier au niveau européen. Et mardi, à Bruxelles, la Commission a ouvert un certain nombre de pistes. Alors, ça sera plus long, c'est plutôt une affaire de mois et les élections passeront. Mais ça sera, me semble-t-il, au cœur des débats des élections européennes que de faire en sorte que ce qui se passe en France, ce que nous avons initié avec vous en France, puisse se faire au niveau européen, parce qu'on a besoin qu'au niveau européen, la question du revenu soit posée dans les mêmes termes qu'au niveau français, et ça évitera par ailleurs les concurrences déloyales. Le revenu, c'est aussi une affaire de compétitivité, évidemment. Nous allons pérenniser le TO2, ça sera voté cette année, et le rehaussement du seuil de dégressivité de 1,2 à 1,25 sera effectif dès cette année et dès le 1er mai, pour être précis, sans attendre le prochain budget. J'ai donné hier instruction à la MSA pour que ce soit l'application immédiate, et ce qu'il y aura à régulariser, on le régularisera. Et donc c'est dès cette période que les choses vont être faites, parce que c'est un sujet de compétitivité pour nombre d'exploitations. Et nous avons reconnu, c'était une demande aussi de votre part, le 2 mars, l'agriculture comme métier en tension, pour aller plus vite sur le recrutement de travailleurs saisonniers et pour l'octroi de visas. C'était des attentes de votre part, et là aussi, c'est fait. La compétitivité, c'est aussi la mesure de défiscalisation sur l'élevage. Alors, on va dire les choses avec des mots très simples. La proposition, telle qu'elle avait été négociée, quels que soient les vents contraires de tel côté de la Seine, 15 000 € de plafond, fiscal et social, ça, et rien que ça, et ça, on va l'appliquer. Je l'ai dit à la FNPL la semaine dernière, nous en avons rediscuté avec le Premier ministre, et donc on sera bien au rendez-vous de la mesure qui avait été sur lequel nous nous sommes engagés, sur l'élevage, parce que c'est une mesure de compétitivité, me semble-t-il. La compétitivité, c'est aussi ce que nous avons fait sur le budget 2024 en termes de dotation pour épargne de précaution, parce que c'était un élément important que portait, en particulier, parce que je me retourne vers lui, Éric Thirouin. On a encore un travail, puisque vous avez des demandes complémentaires qu'on regardera dans l'année, mais tout ça, ça vient assurer la compétitivité et la résilience de nos systèmes, et je suis heureux de pouvoir le confirmer, voire vous l'annoncer aujourd'hui. Le revenu, c'est enfin une retraite digne, à la hauteur de vos vies de travail. Le Parlement a voté une réforme du mode de calcul de vos pensions pour que ce soit fait sur les 25 meilleures années, avec un esprit et une lettre, 25 meilleures années de revenus à partir de 2026. Et donc, nous allons respecter l'esprit et la lettre du texte. L'intendance doit suivre, ce n'est pas une affaire technique qui doit nous empêcher. Le Premier ministre me l'a confirmé, le Président de la République me l'a confirmé. On sera au rendez-vous du texte tel qu'il a été voté, l'esprit et la lettre, et tout est important dans la phrase que je viens de prononcer sur cette question des retraites. C'est une question de justice, c'est une question d'attractivité, et c'est une question de dignité. Vous avez eu raison de le soulever, Monsieur le Président, et je suis heureux de pouvoir vous le dire aujourd'hui au congrès de la FNSEA. Si quelqu'un me trouvait un verre d'eau, je serais preneur. Je n'aurais pas dû dire ça, mais je vais en parler après. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire sur la question de... Le deuxième pilier, merci beaucoup. Le deuxième pilier, c'est celui de redonner de l'attractivité au métier d'agriculteur et de créer les conditions du renouvellement des générations. Le premier message, c'est de dire à nos filières qu'elles ont un avenir. Et quand je dis les filières, c'est toutes les filières. Il n'y a pas pour moi de petites filières. Toute filière, elle porte sa part de valorisation économique, de valorisation culturelle, de valorisation territoriale. Et pour moi, je m'attache à regarder, y compris l'ensemble des filières dans leurs besoins de valorisation et d'accompagnement. Et nous avons fait un certain nombre de choses. Mais je voudrais m'arrêter quelques instants sur les questions de la filière élevage. D'abord, je trouve que nous avons, en 1 an ou en 6 mois, gagner une bataille dans l'opinion publique. Il y avait une bataille dans l'opinion publique qui était la bataille de la décroissance sur la question agricole globalement, mais en particulier sur l'élevage qu'on a vilipendé beaucoup. Et je pense que nous avons gagné ce combat devant l'opinion publique, le combat contre ce qu'avait dit la Cour des comptes, le combat contre ce qu'avait dit un certain nombre de gens dans l'espace public, était de dire on irait mieux sans élevage. Non, on irait moins bien sans élevage, on a besoin d'élevage. On a besoin d'élevage d'abord pour couvrir nos besoins. Alors, c'est pas pour m'asseoir. On a besoin d'élevage pour couvrir nos besoins alimentaires, et on a besoin d'élevage parce que les fonctions qu'exerce l'élevage dans nos territoires sont essentielles. Ce n'est pas que des fonctions paysagères, c'est des fonctions environnementales et écologiques, c'est des fonctions de lutte contre les incendies de forêt, c'est des fonctions diverses et variées qu'il faut valoriser au-delà des fonctions économiques qui sont évidemment importantes. Et c'est ce que nous avons fait d'ailleurs au travers d'un plan élevage qui a été présenté le 25 février dernier. Un acte, c'est aussi ce que j'avais m'étais engagé à faire, c'est le décret sur la dénomination des viandes, parce qu'on ne peut pas tromper le consommateur. Une viande, c'est une viande.
Et donc c'est un produit animal. Et donc on ne peut pas faire le contraire, et donc on continuera à le faire. Et le deuxième sujet, et la deuxième chose, c'est au niveau européen, et au niveau européen, et la deuxième chose, monsieur, on pourra en parler à la sortie si vous voulez, puisque je vous évoquais un cas personnel, j'ai aucune difficulté à parler à chacun d'entre vous, comme vous le savez. La deuxième chose, c'est de se battre au niveau européen contre la viande de synthèse. Ça n'existe pas, viande et synthèse. En tout cas, ça n'existe pas dans mon esprit, et nous avons pris des initiatives avec un certain nombre de collègues européens pour faire en sorte que le débat ait lieu, qu'il soit documenté, qu'on montre bien à quel point c'est une impasse économique, écologique et de souveraineté. Et donc c'est un élément très important sur lequel nous allons travailler. Et ça, c'est plus du moyen terme. Je voudrais dire un mot aussi sur la question de l'élevage, sur la question du loup et de la prédation. J'ai pris le risque, comme ministre de l'Agriculture, de m'emparer du sujet. J'aurais pu dire, ça n'est pas moi, c'est un autre ministère qui s'en occupe. Et M. Gaillot et M. Rousseau savent à quel point c'est un sujet qui était sensible. En un an, nous avons avancé sur la question du plan loup. Je voudrais dire que nous avons avancé sur les questions de dommages indirects, sur la question de simplification des tirs. Et si on peut aller encore plus loin, on ira plus loin. Quelqu'un m'en parlait hier. Je vous demande là aussi, quand vous y avez des blocages, il y a quelques témoins dans cette salle qui savent que quand il y a des blocages, y compris sur des tirs ou des protocoles, il suffit de m'appeler et je fais le nécessaire auprès des services préfectoraux pour que les choses avancent. Et donc, on va continuer à avancer. Et le deuxième sujet, c'est le sujet européen. Personne n'aurait pensé à la tribune l'an dernier, quand j'étais avec Christiane Lambert, que nous aurions sur la table le projet du déclassement du loup de statut de très protégé à protégé. Alors ça paraît rien et ça paraît des mots. D'abord, on va se battre, parce que nous avons trouvé une coalition d'États membres qui permet de rouvrir la boîte du statut de l'espèce. Il va falloir rouvrir la boîte du statut de l'espèce parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et qu'à un moment, cette présence du loup, elle vient impacter, elle impacte déjà les élevages suffisamment pour qu'on se pose la question de son statut. Et donc on va se battre dans les mois qui viennent pour faire en sorte que dans l'année 2024, on puisse avancer sur ce sujet. Et puis le soutien aux filières, c'est aussi ce que nous avons fait sur la viticulture, et je me retourne vers Jérôme Despé, avec lequel nous avons beaucoup travaillé sur un certain nombre de sujets. D'abord, les mesures de distillation et d'arrachage en 2023, 200 millions d'euros sur la distillation, 38 millions sur l'arrachage. Et puis, on nous a accéléré. Nous avions commencé d'ailleurs, avant cette crise, les travaux, je dois le dire, sur un plan d'urgence de 80 millions qui est en cours de déploiement. Et puis, 150 millions du côté de l'État pour la restructuration de l'arrachage différé. Et c'est là qu'on voit que vous êtes une force de proposition. On gère les crises de court terme et on essaye de penser le long terme. Et Dieu sait si la question de la viticulture est une question qu'il faut penser dans le long terme, et comme on a besoin de restructurer et de redonner des perspectives pour que plus personne dans ces territoires ne soit en désespérance. Je voudrais aussi dire un mot sur la question du bio. En 2 ans, c'est 200 millions d'euros qui auront été mis sur la table. Alors je ne dis pas que ça suffit à résoudre la crise. Il faut que par la commande publique, on arrive à la résoudre. Mais ces 200 millions d'euros, ils sont venus en soutien et signifier la volonté qui était la nôtre de soutenir cette filière qui est pour moi en crise de croissance, et cette filière qui a besoin d'être accompagnée dans le moment de crise pour que personne ne se déconvertisse et que des jeunes ou des moins jeunes aient envie de s'avancer. La troisième chose que je voudrais dire, c'est l'attractivité et la compétitivité de votre profession, c'est aussi la sécurisation et la simplification. Ça passe par l'adoption des lois sur les troubles du voisinage, c'est fait, les parlementaires se sont mis d'accord. Ça se passe aussi par mettre de la souplesse sur les périodes d'interdiction et d'obligation qui ne tiennent pas compte du climat de l'année. Je suis toujours très impressionné de voir comment, au niveau européen, au niveau national, on fait comme si le climat était le même partout et que le climat n'était pas variable tout le temps. Et donc c'est ça qu'on va changer. Et pour vous donner un seul exemple, je parlerai après de la PAC, nous allons non seulement faire en sorte qu'on ne vous demande pas 3 périodes de raie différentes pour 3 réglementations, et je vous annonce que sur les parts, nous allons demander au préfet d'exercer toutes les latitudes qui sont possibles en termes de date pour faire en sorte qu'il puisse exercer un droit de différenciation qui remette du bon sens dans ces questions de date. Et s'il y a besoin de changer des choses au niveau national pour leur donner cette latitude, je le dis sous l'œil de monsieur le préfet de région, eh bien nous le ferons. Mais en tout cas, nous sommes prêts, et je suis prêt, nous allons ouvrir cette boîte pour faire en sorte que les dates d'implantation en particulier soient des dates qui soient conformes à la réalité du terrain et pas à la réalité d'un bureau. Ça passe enfin par des mesures qui seront et qui sont dans le texte. C'est du quand et c'est du comment. Le texte qui est celui de la loi d'orientation agricole, la question de l'accélération des contentieux sur l'eau, les bâtiments d'élevage. J'ai toujours été impressionné de ce que vous m'avez dit dans certaines régions d'élevage, du fait que dans certaines régions, on ne pouvait plus sortir un seul bâtiment d'élevage du fait, non pas
qu'il y avait des procédures seulement, mais que les gens usaient et abusaient des procédures pour avec un seul objectif, c'était empêcher que les bâtiments d'élevage puissent naître. Eh bien, on va mettre un terme à cela par cette rationalisation des contentieux. Et puis, il y a un troisième point qui, je le sais, vous tient à cœur, ou un deuxième point qui vous tient à cœur, c'est la question des sanctions pour les atteintes à l'environnement. Le régime de sanctions tel qu'il est prévu aujourd'hui est un régime qui est inopportun et qui est insultant pour le monde agricole. Et donc, on a une mission qui va rendre ses conclusions et qui permettra, dans le texte sur la loi d'orientation agricole, donc c'est l'horizon de l'été, de faire en sorte qu'on ne puisse plus vous incriminer d'un point de vue pénal sur des actes qui ne relèvent pas du registre du pénal. Et c'est bien le travail sur lequel nous nous sommes engagés. Ça vous donne un quand et un comment pour avancer sur ce sujet. Vous nous aviez aussi dit à plusieurs reprises le sujet sur les haies. Nous avons un régime désormais unifié. Il nous appartiendra à la fois de l'expliciter et deuxièmement d'essayer de faire en sorte que ça puisse faire vivre l'idée qu'on a besoin de haies en France et dans ce pays parce que c'est d'utilité agricole et d'utilité environnementale. Et je voudrais dire aux parlementaires nationaux, pour le coup, que nous allons avoir besoin de vous. Parce que toute œuvre de simplification qu'on pourra mettre sur la table, il faut le faire. Et moi, je ne retomberai pas dans le piège de ceux qui nous expliquent qu'en simplifiant, on en rabat. En simplifiant, on donne la capacité au monde agricole d'exercer ses missions de production, mais aussi de pouvoir mieux mettre en place ces transitions et enfin de répondre aux exigences écologiques. Sur la haie, c'est exactement ça le sujet. C'est parce qu'on a le régime le plus contraignant du monde. Résultat des courses, rien n'avance. Et donc, on a besoin de faire quelque chose qui permette aux agriculteurs d'être... La simplification, c'est une libération de l'acte de production et globalement de l'acte ou du travail que font les agriculteurs. Et donc, je dis aux parlementaires, au-delà du travail que nous continuons à faire au niveau national, toutes les pistes seront à saisir. Il me semble que c'est un élément important. Évidemment, il y a la question des contrôles. Il y a une mission qui est saisie. L'objectif est bien celui que je réaffirme d'un contrôle unique. On a besoin de le faire dans des délais qui soient rapprochés. L'objectif pour moi, c'est qu'à l'été, on arrive à le faire. Je vois que vous tendiez l'oreille, Monsieur le Président, et que vous n'étiez pas le seul. L'objectif, c'est celui-là. Enfin, simplifier, c'est aussi simplifier au niveau européen. D'abord, vous dire que nous avions porté, y compris concomitamment, des mesures dès cet automne, parce que c'était une simplification, mais c'était plus lourd pour moi de sens qu'une simplification, sur la question des jachères, la fameuse BCAE 8. Et nous avons obtenu une dérogation au mois de février. J'ai embarqué, si je peux dire, parce qu'au niveau européen, la seule question, c'est pas d'avoir raison, la seule question, c'est d'embarquer les autres. C'est de trouver une coalition. Il y a eu 22 pays pour se saisir de cette question sur la jachère. Désormais, non seulement c'est une dérogation pour 2024, mais elle va se prolonger pour toute la période de la PAC, et je pense que c'est une bonne nouvelle. Je vais vous dire pourquoi c'était une bonne nouvelle, pour moi, de se battre d'abord sur cette mesure-là, parce que la BCAE 8, l'obligation de jachère, c'était le symbole de la décroissance. C'était le symbole de la volonté portée au niveau européen que le monde se porterait mieux si nous produisions moins, au niveau européen. Et donc c'est pour ça que cette mesure, je m'y suis beaucoup attaché. Ceci étant, on en a encore parlé avec les ministres de l'Agriculture mardi, on a pu avancer sur quasiment toutes les BCAE. Je vais les faire vite, mais je voudrais quand même réaffirmer des choses. Sur la BCAE 1, c'était une difficulté en particulier évoquée par plusieurs de mes interlocuteurs et à maintes reprises en Bretagne, en Normandie, dans les Pays de Loire et dans le Grand Est, et d'autres régions se sentaient menacées. Dès 2024, cette mesure ne s'appliquera pas. Nous avons besoin de travailler pour voir dans la durée comment elle s'applique. C'est la question de à quelle échelle on travaille. Il y aura une exigence collective de responsabilité, je le dis, parce que je ne peux pas dire le contraire, et que c'est ce que je pense. Région par région, mais regardons avec vous, syndicalisme, comment on fait en sorte que, alors 24 c'est acté, mais que pour les années suivantes, on puisse trouver une formulation qui puisse le faire. On a fait ce qu'on avait dit, on nous avait dit, il y a l'artificialisation dont on ne tient pas compte, il y a ceux qui ne déclarent plus à la PAC dont on ne tient pas compte, et on ne tient pas compte parfois de la décapitalisation de l'élevage. Alors moi, je ne me résous pas à la décapitalisation en élevage, mais en tout cas, tout cela permettra déjà de pondérer. Après restera la question de l'échelle, mais dès 2024, cette mesure ne sera plus appliquée pour les agriculteurs qui sont contraints dans ces régions-là, et ça me paraît important. Non seulement pour ceux qui sont en place, mais aussi pour ceux, Monsieur le Président, qui sont en train de s'installer. Deuxième sujet sur la conditionnalité que je veux évoquer, c'est la question, sans mauvais jeu de mots, sensible des BCAE 9, des prairies sensibles. Nous avons ouvert une porte. On a mis le pied dans la porte. Il faut le dire, on était seuls sur cette mesure. Et nous avons réussi à le faire par le jeu de la diplomatique que nous avons fait. Il faut qu'on aille plus loin que ce qui est déjà sur la table, en particulier pour faire en sorte que ceux qui ont beaucoup de prairies sensibles ou ceux qui veulent s'installer ne se retrouvent pas figés dans un système qui est ad vitam aeternam, celui qu'on leur aurait proposé au moment où de l'installation, au moment où ils sont. Et donc, j'ouvrirai toutes les possibilités d'assouplissement qui sont ouvertes par le règlement communautaire qui va être proposé. Et puis, il faut que nous continuions à affiner, de regarder les marges que peuvent nous donner les évolutions que nous avons sur la BCAE 5, sur le travail du sol,
sur la BCE 6 et sur la BCAE 7. Et je pense qu'en responsabilité, vous l'aviez fait dans la programmation, c'est un élément évidemment très important. Et donc c'est une simplification majeure. Si j'osais dire, on a fait en 2 mois une réforme assez structurelle de la PAC. Personne, je le dis sous l'œil de la présidente Lambert, personne ne l'aurait cru. C'est une réforme de la PAC dans la PAC en cours de PAC. C'est assez original pour être salué. Message maintenant aux parlementaires européens, maintenant, cette révision dans les termes tels qu'elle a été proposée par le Conseil et par la Commission, pour pas qu'on perde de temps et que dès cette année, pour toutes ces mesures, au-delà de celles que j'ai déjà annoncées, on puisse avancer. Il me semble que c'est important de le dire. L'attractivité, enfin, c'est avancer dans les vocations et à encourager les vocations. Tous les éléments que vous aviez demandé, le droit à l'essai, sont dans le texte. Le travail parlementaire permettra sans doute de l'éclairer et de l'enrichir. L'objectif, c'est bien celui-là, et c'est des dispositifs fiscaux. C'est le fonds de garantie pour les emprunts, c'est le fonds entrepreneur du vivant qui se déploiera, je le dis dès à présent, à compter du 1er mai. On va ouvrir la boîte pour que les affaires en particulier et d'autres puissent se saisir de cette question foncière. Et puis ça passe aussi, vous l'avez dit, l'un et l'autre, par les affaires de contractualisation globale au niveau national, mais aussi les affaires de contractualisation territoriale. Et je voudrais dire un mot de ce que nous allons lancer en Occitanie, dans ces départements qui sont fortement touchés par le dérèglement climatique, sur les crédits de la transition écologique. Je rappelle que cette année, dans le budget de l'agriculture, ça ne s'est pas suffisamment vu et dit, c'est plus d'1 milliard d'euros de crédits supplémentaires sur un budget qui était d'environ 5. Donc ça n'est pas complètement rien. Et sur les crédits de la planification écologique, nous avons commencé les travaux au niveau national, avec vous en local, faire en sorte que nous puissions accompagner l'Occitanie dans la nécessaire transition. Et ça m'amènera juste après à parler de la question de l'eau. Et puis je voudrais dire un mot de l'alimentation. La souveraineté alimentaire, c'est poser les conditions du haut niveau national, européen et international du facteur de puissance. Je le dis d'abord avec une forme, vous l'avez tous dit lors de ce congrès, l'entreprise de déstabilisation de la Russie est une entreprise, vous l'avez dit vous aussi d'ailleurs, est une entreprise de déstabilisation puissante. L'objectif, c'est d'évacuer le monde occidental des marchés qui étaient traditionnellement les leurs. Et donc nous avons une bataille à mener sur les marchés mondiaux. Premier élément du travail que nous avons à faire, nous, pour nous, Européens, et en particulier nous Français, c'est le sens du travail que je fais avec un certain nombre de pays pour réouvrir un dialogue qui permettra à terme de réouvrir des capacités de production, parce que je ne connais pas un pays qui a envie d'être seulement dans les mains de Poutine. Et donc, il faut qu'on en rouvre cette possibilité. Puis le deuxième sujet, c'est de faire en sorte qu'on puisse permettre aux agriculteurs de ne pas se retrouver dans une concurrence trop forte avec l'Ukraine. Alors, nous avons eu des débats. Nous avons avancé sur un certain nombre de sujets, notamment sur les périodes de référence. On est presque proche de ce que nous souhaitions. Au début, c'était 23, puis après 22-23, et là, c'est un semestre de 21, et puis 22 et 23. On approche, comme on dit parfois, de la vérité. Mais je dis, ça n'est pas au rendez-vous, et la France s'est opposée hier, une nouvelle fois, à l'idée que nous ne puissions pas intégrer les céréales dans cet accord, en particulier le blé tendre et l'orge. Et donc, nous allons continuer à nous battre. Il y aura un débat, je le dis, devant les parlementaires européens, qui doit nous permettre à la fois d'exercer la solidarité qui est nécessaire avec l'Ukraine, et elle ne s'exerce pas qu'en agriculture. Et donc, je l'ai dit hier, avant-hier à mon collègue ukrainien, cette solidarité, elle a ses limites. Dès lors que nous exerçons par ailleurs notre solidarité, y compris sur les questions d'armement, on a un travail à continuer à faire et nous sommes, je le crois, dans le bon sens. Et puis, il faut qu'on ait aussi une agriculture qui soit facteur de puissance et qui puisse avoir les moyens de son ambition. Et je voudrais dire 2 mots de 2 sujets qui sont très importants pour vous. La première, c'est la question de l'eau, et la deuxième, c'est la question des phytos. Sur la question de l'eau, oui, nous n'avançons pas assez vite. Les simplifications qu'on a mis dans la loi, les décrets qui sont en cours de publication et qui arriveront en avril, ils visent à simplifier les procédures et à faire que vous alliez plus vite. Nous avons demandé, avec le Premier ministre, avec le ministre Béchu, à avoir la liste des projets dans tous les départements. Désormais, nous l'avons. Et nous allons faire en sorte qu'une centaine de projets puissent sortir dès l'année 2024, parce que là où ça bloque, ici un financement, là un papier, là une procédure qui aurait mal été comprise, on puisse avancer. C'est ce qu'on va faire cette année. Et il faut qu'on continue à le faire dans les années qui viennent. On a besoin d'eau en agriculture. Et là aussi, je trouve qu'en un an, on a singulièrement avancé. J'ai été l'un des premiers, pour ne pas dire l'un des rares, à défendre Sainte-Soline. Parce que je considère que le modèle de Sainte-Soline, il est un modèle qui est adapté à ce territoire. Et deuxièmement, que c'est un modèle qui est nécessaire pour permettre l'agriculture de ce territoire. Et je sais les efforts des agriculteurs qui, dans cette région, font en sorte que ce projet naisse, comme plein d'autres. Mais celui-là est
est le plus emblématique. Et donc, il faut des Sainte-Soline et il faut, dans les territoires, des projets qui permettent le stockage de l'eau. J'ajoute que nous avons demandé, sur crédit du ministère de l'Agriculture, vaut mieux être... Mon verre est petit, mais je bois dans mon verre, comme disait l'autre. Il vaut mieux être chez soi. J'ai demandé qu'on ait des crédits spécialement dédiés du ministère de l'Agriculture. Ça nous permettra parfois de nous affranchir de difficultés plus locales. Et nous aurons un sujet à poser, me semble-t-il, c'est celui de la gouvernance des agences de l'eau. Nous avons besoin de pouvoir travailler avec des agences de l'eau en bonne intelligence, mais on ne peut pas être soumis à des décisions qui, par trop, seraient politiques. Si on a besoin d'eau, il faut du stockage. Et s'il y a du stockage, il faut que ce que nous décidons quelque part, comme on dit parfois en haut lieu, ça s'applique. Parce que sinon, c'est le discrédit de la parole politique, la mienne, et puis celle de tout le monde au passage. Et donc, on a besoin d'avancer sur ce sujet-là. En tout cas, j'ai des crédits qui permettront de lever, pour ceux qui n'auraient pas compris, la volonté qui est la nôtre de faire en sorte qu'on ait des ouvrages. Alors ici, c'est des réserves de substitution. Là, c'est des grands ouvrages. Là, c'est des retenues collinaires. Là, c'est de la réutilisation. Il faut faire feu de tout bois, si vous me permettez cette expression, et que partout, on trouve des solutions pour faire en sorte que, dans une logique de sobriété, on ait accès à l'eau, parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture. Alors des gens sont en train de le redécouvrir, pas vous, pas moi, mais c'est bien que dans le débat public, on continue à mener cette bataille sur la question de l'eau, et je continuerai à le faire à vos côtés. 20 millions cette année et 30 millions l'année prochaine de fonds hydrauliques, sur crédit du ministère de l'Agriculture, qui permettront d'avancer. On m'a parlé hier de petites difficultés, c'est pour ça que c'est utile de se voir, sur un certain nombre de sujets qui permettront que je ferai en sorte de lever. Puis le deuxième sujet, c'est le sujet des produits phytosanitaires. J'ai demandé à ma ministre déléguée de travailler sur ces sujets pour identifier, parce qu'on se disait beaucoup, il y a des impasses, il y a des impasses. Il faut qu'on garde les impasses, qu'on garde sur quels produits, qu'on garde sur quelle filière, et pour voir dans quelle mesure, le travail est fait, est en train de se faire, pour regarder dans quelle mesure on sort de ces impasses et comment, ici, c'est plutôt une extension d'AMM, là, c'est une demande complémentaire à faire pour faire en sorte qu'on ne laisse pas l'agriculture, non seulement sans solution, mais aussi sans impasse. Et le deuxième sujet sur lequel je veux qu'on travaille, et nous y sommes, et je voudrais saluer les associations spécialisées, c'est le travail de recherche d'alternatives. On a besoin de rechercher d'alternatives, parce que moi, je ne me résous pas à l'idée qu'on se retrouve dans une impasse, parce qu'on aurait vu les clignotants se faire, et qu'à la fin, c'est une décision européenne, parce qu'elle s'imposerait à nous, qui viendrait nous mettre dans une situation d'impasse sur nos productions. Donc, on a besoin de recherche. C'est le sens des 250 millions, c'est le sens du PARSADA, comme on dit, puisque c'est son nom, Programme de recherche alternative. Et je voudrais saluer tous les projets qui sont portés par les filières pour faire en sorte qu'on retrouve des alternatives, qu'on se donne la temporalité pour le faire. Si c'est 3 ans, c'est 3 ans. Si c'est 5 ans, c'est 5 ans. Et si c'est 10 ans, c'est 10 ans. Et je n'aurai aucune difficulté à aller devant le grand public pour dire là, nous n'avons pas d'alternative et là, nous pouvons avancer. Parce qu'il me semble que c'est un élément évidemment très important. Et puis, c'est aussi la synchronisation, et j'en ai presque fini des sujets avec l'Europe. On ne peut pas avoir des décisions nationales. Vous vous souvenez que je l'avais dit l'an dernier à votre congrès, ça avait eu un succès à l'extérieur des murs, si je peux dire. On ne peut pas avoir des éléments qui soient désynchronisés. Nous sommes dans le même espace et dans le même marché commun. On ne peut pas avoir des décisions françaises qui viendraient différemment de décisions européennes. Ou alors il faut sortir de l'Union européenne, et je ne crois pas que ce soit le souhait que nous partageons, et que ce soit le souhait et l'intérêt de l'agriculture. Et puis enfin, je voudrais dire sur les questions de seuil que nous allons demander à la Commission européenne, dans la future Commission, de revoir les processus d'homologation. Je pense qu'on a besoin d'avoir des processus d'homologation qui soient plus rapides et plus réciproques. On voit bien que sur un certain nombre de produits à dominante chimique ou de biocontrôle, il y a des décisions qui se prennent en 3 mois dans certains pays, qui se prennent en 3 ans dans d'autres. Et donc la réciprocité doit être de mise, en particulier sur la recherche d'alternatives. Sinon, évidemment, on perd, comment dirais-je, on paume du temps pour rien. J'ajoute un dernier point sur les nouvelles techniques génomiques. Vous m'avez trouvé depuis plus d'1 an pour défendre cette cause. J'espère qu'avec les Belges, avec la présidence belge, on y arrivera. Il faut qu'on arrive à convaincre quelques collègues, en tout cas en particulier un collègue que j'ai dans le scope, si vous me permettez l'expression, qui est le collègue polonais, parce que c'est eux qui sont déterminants pour faire avancer les choses. Et en revanche, je serai attentif au fait que le nouveau règlement, ça ne soit pas un règlement qui soit inopérant. Ça ne soit pas un règlement qui soit stérilisant. Et donc, on doit continuer à travailler par rapport à la mouture du Parlement européen dans une mouture qui soit efficace. On a besoin, les NGT, les NBT, c'est une solution alternative à tous ceux qui nous disent qu'il faut sortir des pesticides et donc il faut qu'on y travaille. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, vous dire aussi sur un certain nombre de points plus locaux. D'abord, pour vous remercier les équipes du Pas-de-Calais et les saluer de le travail qu'ils ont fait. Je sais ce que c'est que d'organiser un congrès, d'une autre nature parfois, et le travail qui a été fait. Et puis leur dire qu'on a besoin aussi avec vous de regarder les différentes situations territoriales.
Et il y a ici, dans cette région, un problème territorial particulier, c'est la question des compensations environnementales. J'en ai parlé hier avec monsieur le préfet. Nous avons commencé un travail pour faire en sorte de chercher des compensations qui ne soient pas des compensations sur le monde agricole. Et nous allons continuer à le faire, et nous allons faire en sorte que les compensations qui ne sont pas liées à des demandes agricoles, mais qui sont liées à des contingences de ici réindustrialisation ou ici de grands ouvrages, ça ne soit pas les agriculteurs qui payent l'addition. Et c'est valable dans cette région comme c'est valable dans d'autres. Et donc on a commencé le travail. À votre demande, on nous a demandé de missionner un certain nombre de gens pour regarder si on ne pouvait pas regarder à l'extérieur du territoire si les compensations n'étaient pas possibles, et c'est sur le travail que nous allons faire. La logique, c'est de sortir du territoire. Et la logique, c'est qu'on ne vienne pas contraindre un territoire, parce qu'il se passe des choses à Dunkerque, et au fond, on peut peut-être se féliciter qu'il y ait de la réindustrialisation, mais ce n'est pas Dunkerquois qui doit payer la note d'un projet qui est un projet d'intérêt national, et donc les compensations doivent se faire ailleurs. De premiers éléments sont sur la table avec le préfet, nous allons y continuer d'y travailler pour faire en sorte que nous puissions avancer, que l'agriculture, je le répète, ne paye pas son écho à la question de la réindustrialisation. La réindustrialisation, elle est importante, mais la réindustrialisation, pas au prix de l'agriculture. On n'a pas besoin de compenser de l'industriel par de l'agricole, ça enverrait un signal qui me paraîtrait contre-productif. Voilà ce que je voulais vous dire. Et nous avons besoin de le faire, ici comme ailleurs. Et les sujets locaux, vous me l'avez beaucoup dit dans la crise que nous traversons, il y en a de nombreux. Et vous le savez, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, j'y suis très attentif. Voilà ce que je voulais vous dire. Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, depuis ma prise de fonction, j'essaie de me tenir à vos côtés, j'essaie d'être à votre écoute, j'essaie de répondre aux questions, j'essaie de les résoudre. Je sais que parfois c'est trop lent. Rassurez-vous, on a avancé sur un certain nombre de sujets, mais je sais aussi qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on continue d'avancer. Je suis tout à fait lucide sur le fait qu'on est plutôt au milieu du gué sur ces affaires-là. Ce qui est important, c'est que dans cette crise historique, on apporte une réponse suffisamment historique pour dire plus tard. D'autres ministres diront peut-être que plus tard, là, on a fait un changement déterminant pour la souveraineté agricole, et c'est ça auquel je m'attache. Et j'ai toujours défendu l'agriculture comme responsable local, quand j'étais en chambre d'agriculture, évidemment, comme responsable national, comme ministre des Relations avec le Parlement, évidemment comme ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, et je continuerai à le faire comme ministre de la souveraineté alimentaire ou dans d'autres fonctions, parce que je pense que l'agriculture mérite cette cause, parce que vous avez la plus belle cause qui soit, celle de nourrir les Français et celle de nourrir le monde. Merci à toutes et à tous.